Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 4 ans et 4 mois de privation de liberté et en leur sein, des années d'incarcération dans dans l'une des prisons les plus redoutées au monde, celle d'Evin au nord de Téhéran. Farida Adelka, anthropologue, directrice de recherche aux séries Sciences Po, spécialiste reconnue du chiisme et de l'Iran post-révolutionnaire, a pu regagner la France le 17 octobre dernier. C'est la première fois qu'elle parle à un média depuis son retour en France. Bonjour Farida Adelka. Bonjour. Et nous sommes très heureux de vous savoir en France d'abord, honorés aussi de vous savoir dans ce studio à France Culture. Il faut peut-être commencer par nous rappeler votre histoire. Vous êtes arrêté le 5 juin 2019 en Iran, en même temps que votre mari Roland Marchal, chercheur lui aussi au Centre de recherche international de Sciences Po Paris. Comment s'est passée concrètement votre arrestation? Et à ce moment-là, est-ce que vous savez même pourquoi vous êtes arrêté? Oui, en fait, j'allais chercher Roland Marchal à l'aéroport et donc on m'a appelé et on m'a montré une feuille, m'accusant d'espionnage et puis bon, je voulais expliquer que c'était peut-être ils se sont peut-être trompés. Qui vous attendait? Qui vous a montré cette feuille? 4 personnes, 3 hommes et une femme qui se sont rapprochés à moi en étant très polis d'ailleurs, en m'appelant par mon qualificatif de docteur. Mhm. C'est très respectueux normalement en Iran. Et donc, voilà, ils m'ont tendu cette feuille et après, comme je comprenais bien sûr pas, en disant que je vais d'abord attendre mon ami Roland Marchal et ensuite les joindre, ils m'ont dit juste une petite explication. Et la petite explication, c'était dans une voiture et je suis partie, sans voir Roland Marchal, bien sûr. Le motif de cette arrestation, le motif officiel, c'est une atteinte à la sécurité nationale. Comment est-ce qu'on prouve? Non, le motif d'arrestation, c'était l'espionnage. Et après, l'accusation a été commuée, avant que ça soit une peine, a été commuée, collusion, atteinte à la sécurité nationale, comme vous dites, voilà. Et comment est-ce qu'on prouve quelque chose qui n'existe pas? Comment est-ce qu'on démontre qu'on n'est pas coupable dans un régime comme celui-ci? Ben, c'est tout un travail et puis, j'étais si vous voulez, quand on vous prive d'un terrain de recherche et on vous emmène quelque part, vous en trouvez un autre terrain. Donc c'était tout mon travail et tout mon espoir, ça l'est toujours d'ailleurs, de pouvoir dire que la recherche, se qualifie toujours, se met toujours en avant par ses publications qui Mhm. sont vues par tout le monde. Enfin, ce sont des publications pas secrètes, donc ce sont des publications en bonne et due forme. Et ensuite, les universités sont des universités, il y a le droit à l'expression, le droit à l'enseignement, le droit à la recherche. Donc j'ai essayé et je continue de faire un peu de monnaie ce combat parce qu'effectivement, j'étais emprisonnée pendant. Ouais, j'avais une sentence de 5 ans. J'ai passé 4 ans en prison et j'étais ensuite graciée, malheureusement pas acquittée, mais graciée. Mais donc, j'espère pouvoir faire parvenir cette voie, la voie de la liberté académique, liberté, d'universitaire, de scientifique, si vous voulez. Et que le métier de chercheur ou de l'enseignant ou de l'universitaire, c'est pas, ne le regarde pas seulement elle ou lui, regarde aussi la société, parce que qui dit contrainte à l'enseignement ou à la recherche dit aussi la contrainte pour les autres d'écouter l'expression libre, si vous voulez. Donc le combat, il est là, il va être mené. Et je suis toujours, si vous voulez, je reste très naïve parce que je suis une personne très moyenne. Une personne moyenne vit avec cette naïveté que finalement notre métier est de pouvoir passer un message, de pouvoir. C'est cette interaction de laquelle on se lord toujours, mais donc j'espère y arriver. Je suis de toute façon, j'ai quitté l'Iran légalement avec mon passeport et donc j'espère pouvoir un jour plus communiquer avec les autorités iraniennes sur la nécessité de laisser la liberté académique. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été arrêté, vous particulièrement, vous et votre mari? Vous travaillez effectivement sur l'Iran, vous êtes anthropologue de ce pays et vos recherches sont notamment centrées sur l'Iran post-révolutionnaire, mais votre mari, lui, travaille sur un tout autre sujet, il travaille notamment sur les conflits en Afrique. Alors pourquoi vous arrêtez, vous, tous les deux? Bon, c'est une question qu'on peut se poser encore aujourd'hui, mais pour les gens qui nous arrêtent, ils ont quand même leur raison à eux, que peut-être qui échappe à ma raison à moi.
Mais non, c'est une question encore ouverte, notamment pour ce qui concerne, comme vous avez très bien dit, mon ami qui travaille donc sur l'Afrique et qui ne parlait même pas le persan et que donc il a finalement été victime de cette situation. Non, la question est ouverte et restera ouverte pour savoir exactement. Mais pour les autorités, effectivement, il y avait cette... bon, à moi, les questions lors des interrogatoires nombreux, ça concernait quelques passages de mon livre, alors qu'un livre, vous savez, c'est quelques pages, quelques centaines de pages, et finalement s'arrêter sur une phrase, on ne comprenait pas véritablement. Quelles étaient ces questions? Quelles étaient les phrases sur lesquelles il pouvait buter? Bah, là, bon, c'est un peu paradoxal parce que c'est ce qu'on me reproche en Occident. Les autorités iraniennes contestaient par exemple le fait que je m'opposais au voile. Non pas au voile en soi, parce que c'est une liberté de porter ce qu'on veut, mais à la loi qui interdisait aux femmes de ne pas pouvoir se détacher du voile. Et donc voilà, alors qu'en Occident, enfin, quelquefois parmi mes collègues, on me reproche de soutenir le voile. En fait, je soutiens la liberté de porter le voile qu'on veut, mais je suis de toute façon contre la loi. Un des exemples un peu banal et puis un peu, disons, incompréhensif, c'était ça. Donc, quand on arrête quelqu'un au nom de la sécurité nationale, enfin, l'atteinte à la sécurité, et on lui reproche d'avoir parlé du voile, c'est un peu difficile de comprendre effectivement le raisonnement qui est au fond de cette arrestation. Non, je n'ai pas compris. Comment s'est déroulée votre incarcération, Fariba Adelka, au sein de cette prison tant redoutée, tristement célèbre, la prison d'Evin? Est-ce que vous avez subi des sévices, des maltraitances? Racontez-nous. Si vous voulez, des sévices maltraitances, si vous voulez, le plus grand, disons, problème une prisonnière, donc en l'occurrence moi, avait, c'était peut-être être pas comprise, et l'irrespect, si vous voulez. Et bon, effectivement, en tout cas pour ce qui me concerne, je crois que j'ai eu d'autres discussions avec des co-détenus. Les expériences sont diverses et variées. Pour Mmh. moi, d'abord, l'arrestation, on peut dire, il est composé en deux moments. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'arrestation provisoire, où j'étais dans des cellules seules la majorité du temps, et l'interdiction de lecture pendant plus de 4 mois. Et puis, bon, des interrogatoires. Effectivement, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, vous vous battez avec les 4, 5 personnes que vous avez devant vous pour les convaincre. Mais je dirais, s'il y avait quelqu'un qui a maltraité les autres, c'était plutôt moi, en jetant quelquefois des bouteilles d'eau à mes Vous interlocuteurs. avez maltraité les autres? Oui, parce qu'effectivement, eux, ils sont très calmes, eux, ils font leur travail, et ils ont été chargés de cette arrestation, ils continuent, et donc sans véritablement être irrespectueux. L'irrespect vient du fait que je suis absolument ignorée, mes raisonnements ne sont pas compris, et que je suis coupée de mes liens, et puis surtout de mon travail, mon métier qui m'est très si cher, et de mon milieu. Ça, c'est la première, enfin, si vous voulez, le problème le plus grand, parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Mais employer de la force, ou des mots, je dirais, de maltraitance. Non, non, en tout cas, mon expérience ne me permet pas de savoir. Mais par contre, d'autres détenus, effectivement, elle était interrogée les yeux bandés, face au mur, avec des mouvements assis, debout, en expliquant, en donnant les raisons. Alors que c'était, bon, d'abord, c'est peut-être mon âge. Et puis ensuite, ça faisait plus de 30 ans que je travaillais sur l'Iran. Donc, quelque chose qui est tombé et que finalement, moi, je ne l'ai pas compris. Pourquoi pendant 30 ans, j'étais libre et que soudain, je ne l'étais plus. Donc, je sortais de mes gonds, effectivement. Oui, moi, j'étais quelquefois très violent. Je passais du temps à crier quelquefois et puis surtout chanter. Parce que c'est pour pouvoir essayer d'exhorter, enfin, essayer de me libérer un peu, de comprendre où je suis, me sentir un peu plus vrai. Oui, moi, j'étais très violent, et contrairement à mes interlocuteurs, enfin, mes interrogateurs, qui étaient absolument pas dans ce registre. Ils avaient un cahier de charges, je dirais.
Et je trouve absolument fondé ça, que la République, qui se sent toujours menacée par tout le monde, enfin, c'est idéologique, c'est un peu le schisme, ils se sentent Mmh. maltraités, et c'est le martyr dans le monde entier, etc. Donc qu'ils puissent un moment douter de la nature des travaux d'une chercheur, en l'occurrence, puisque j'étais. Et je trouve normal qu'ils puissent. Moi, et j'aurais espéré que finalement les thèmes d'accusation soient différents, les thèmes de, disons, euh, au moment au tribunal, la dernière lettre qu'on vous lit, j'espérais que cette lettre soit différente par rapport à réquisitoire, on appelle ça, par rapport au premier thème d'accusation. C'est pas venu parce que j'ai essayé, j'ai fait tous mes efforts pendant un an et je passais mes soirées à noircir des feuilles, expliquant quelles sont la façon dont nous travaillons, quels sont les tenants et les aboutissants de ce métier, si vous voulez. C'était un peu mon espoir de me faire comprendre. Donc ça, C'était ça l'enjeu quotidien, c'était d'essayer de démontrer quel était le fond de votre travail, le fond de votre démarche scientifique. Est-ce que c'était possible, au fond, de les convaincre véritablement de la démarche qui était la vôtre, de votre démarche sincèrement scientifique? si vous voulez, je suis chercheur. Je reste convaincue que c'est toujours possible. Maintenant, vraisemblablement, j'ai pas réussi de convaincre la justice en cette instance et mes interlocuteurs, ça veut dire les interrogateurs que j'avais devant moi. Ça, c'est vrai que je n'ai peut-être pas réussi, mais ça ne veut pas dire que le combat, ça s'arrête là. Donc, j'espère vraiment. Mais le travail, c'était ça. Donc, encore une fois, c'est comme je disais, c'est coupé en deux fois. La première partie, c'est arrestation provisoire pour vous dire que c'est légal parce qu'on vous fait signer tous les mois une feuille comme quoi vous êtes d'accord de rester en prison et donc continuer les interrogatoires. Donc cette arrestation provisoire, pour beaucoup, ça dure une semaine, 2 semaines et les gens sont libérés sous caution et ils passent à la prison. Et pour moi, ça durait 11 mois et demi, mais pour bien des gens, comme l'ONG de l'environnement, ça durait 2 ans. Merci beaucoup Fariba Adelka. On va poursuivre cette discussion à 8h20 et vous nous parlerez notamment de la prison des Vignes, où vous avez continué d'avoir sur cet endroit si particulier un regard de chercheur, un regard d'anthropologue. Ce sera à partir de 8h20. Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 4 ans et 4 mois de privation de liberté et en leur sein des années d'incarcération dans l'une des plus redoutées des prisons au monde, celle d'Evin au nord de Téhéran. Fariba Adelka, anthropologue, directrice de recherche aux séries Sciences Po, spécialiste reconnue du chiisme et de l'Iran post-révolutionnaire, a pu regagner la France le 17 octobre dernier. Vous êtes, madame, aujourd'hui l'invitée exceptionnelle de France Culture. Merci encore d'être parmi nous. Une question, durant vos années de détention, qu'est-ce qu'il filtrait? Qu'est-ce qui traversait les murs? Est-ce que d'abord vous aviez des nouvelles de vos proches, de vos soutiens en France et en Iran? Et au-delà, qu'est-ce que vous saviez de l'actualité iranienne? Euh, donc, si vous voulez, comme je vous ai dit, c'est vraiment découpé en deux parties. La partie où on est dans l'arrestation provisoire et qui peut se renouveler tous les mois de façon très légale, avec nos signatures, notre accord. Et l'autre partie, là, quand on rejoint la prison, où se trouvent tous les autres détenus au même moment. Et on vit ensemble, on est entre 20, 30 et 60. Ça dépend les moments et le temps. Effectivement, on a une source d'information la plus intéressante pour nous sont les chaînes télévisées. Et donc, effectivement, quand on est dans la détention provisoire, moi, je n'avais pas accès à l'information puisque j'étais pendant 4 mois dans un cellule seule. Et après, effectivement, on a la télé, mais pas les chaînes info. On a la télé plutôt satellite pour regarder des films ou des documentaires, etc. Mais en prison, on regardait l'information tous, tout ensemble, à 14 h et à 20 h 30. C'est réglementé, il y a énormément de règles pour que les 60 puissent habiter ensemble sans poser des problèmes. Donc, c'était lors de grande écoute des informations. Ensuite, on a les téléphones vous savez, la prison change tout le temps, les règlements changent tout le temps. Dans la première partie de mon arrestation, avant la réception de mon bracelet électronique, on avait le téléphone 10 minutes par jour, enfin 3 jours par semaine et 10 minutes à chaque fois. Et ça faisait pas beaucoup. Mais quand je suis rentrée, après que on m'a retiré le bracelet, on m'a fait retourner en prison. Alors là, on avait
des coups de fil possibles allant jusqu'à une demi-heure et tous les jours sauf le vendredi. Donc c'est une source d'information, c'est par téléphone et par la famille. Sinon, il y a une visite régulière, hebdomadaire, toutes les semaines avec la famille et les gens obtiennent pas mal d'informations comme ça. Mais donc, du coup, si vous avez 60 personnes qui parlent des choses diverses et variées, à la fois l'information, vous le noyez dans des informations aussi très contradictoires. Vous savez, la prison, c'est une Iran en miniature et c'est une communauté comme une autre. Donc, les choses peuvent être selon les moments aussi très conflictuelles, mais aussi très différentes, si vous voulez. Les gens, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts, pas le même bagage, pas les mêmes accusations, même si on est entre prisonnières politiques. Donc, les demandes, les revendications sont très, très différentes. Donc, voilà, j'étais la plus âgée, donc... Ce qui était intéressant dans votre démarche et notamment dans ce moment que vous avez passé à la prison d'Evin, et je voudrais qu'on se concentre sur cet instant-là maintenant dans notre échange, Fariba Adelka, c'est que vous êtes resté vous-même au fond, vous êtes resté une scientifique, une anthropologue, vous avez continué d'observer. Qu'est-ce que vous avez observé notamment à travers le regard de vos co-détenus? Est-ce que vous avez notamment observé une solidarité entre prisonnières politiques? C'est ce qu'on imagine souvent, une solidarité au sein de la prison. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté? Oui, mais je veux dire, on est ensemble 24 heures. Donc, on peut vraiment constater, comme vous dites, beaucoup de solidarité, mais aussi beaucoup de conflits. Encore une fois, c'est une communauté. En tant qu'anthropologue, on m'avait privé de mon terrain, on m'en avait donné un autre, forcément. Et encore, parce que j'étais la plus âgée, enfin souvent. Donc, forcément, c'est prendre ce recul qui était plus facile pour moi à cause de mon métier, parce que j'avais grandi dans ce métier à regarder les autres. Donc forcément, les co-détenus se sont très vite transformés en véritable terrain pour moi. C'était bien, quoi. Enfin bon, j'essayais de m'en sortir, voilà. C'était le biais par lequel essayais aussi de respirer, de penser différemment. C'est aussi ça, c'est une façon aussi de respirer. Je voudrais citer Zénab Jalalian, elle est incarcérée à la prison d'Evin depuis 2008. Elle est la militante féministe kurde de 41 ans, la plus ancienne prisonnière d'Iran, et elle a fait parvenir au monde un texte absolument magnifique. Je le cite: «Je suis enfermée depuis plus de 16 ans pour avoir réclamé la liberté, la justice et l'égalité. Ma vraie douleur ne réside pas dans le fait d'être emprisonné, mais dans la perte de tous ces êtres chers tombés pour la liberté, ceux dont nous n'entendrons plus la voix». Fin de citation. Est-ce que cette valeur du courage incarnée à travers ces mots, elle est là aussi diffusée au sein de la prison? Est-ce que la valeur du courage est prépondérante parmi les prisonnières politiques que vous avez rencontrées, que vous avez côtoyées durant ces années? Oui, tout à fait. Parce que, alors, en fait, c'est des gens qui sont souvent arrêtés pour la revendication de la liberté de mise. Ils vont jusqu'au bout de leurs revendications. Ils arrivent en prison un peu détachés de toute leur famille, de tous les liens, leur travail. C'est vraiment des gens absolument magnifiques. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui. Euh, On dit souvent que le régime iranien arrête des personnes étrangères d'une façon totalement arbitraire, ce qui est vrai, mais notamment pour nourrir une politique spécifique, qui est la politique des otages. Est-ce que vous savez, vous, si lorsque vous êtes rentré en France, lorsque vous avez été libéré, est-ce qu'il y a eu un échange entre la France et l'Iran? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? J'ai entendu, j'ai lu même à travers le travail de journaliste que ce n'était pas le cas. Est-ce que vous nous confirmez cela aujourd'hui? Oui, oui, moi j'ai été tout de suite, vraiment j'ai revendiqué, bon, j'ai bien sûr 2 nationalités, je suis ce qu'on appelle les doubles nationalités, mais j'ai tout de suite revendiqué qu'on me traite comme une Iranienne et que je refusais toute forme d'échange, comme vous dites, si tant est qu'il y a lieu. Mais vraiment, sur cette question, je ne veux pas du tout m'étendre, je veux juste avoir une pensée pour les 4 autres Français qui sont aujourd'hui encore en Iran. Donc Cécile Colère, Jacques Paris, Arrêtés tous les deux le Arnaud, 7 mai 2022. voilà, exactement. Et Louis Arnaud et Olivier. Et donc maintenant, les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés, vraiment, permettez-moi de ne pas m'étendre là-dessus, parce que tout Bien simplement, sûr. ils sont encore là.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on sait vraiment des vraies raisons pour lesquelles les gens sont arrêtés? Encore une fois, je dis après 4 ans et demi, je suis là devant vous pour dire que je ne sais pas pour les raisons exactes pour lesquelles. Effectivement, ce qui ne me paraît pas rationnel semble rentrer dans une certaine rationalité pour mes interlocuteurs. Donc, voilà, c'est la raison de nos conflits au quotidien avec eux. Mais voilà. Je voudrais citer une autre prisonnière de la prison d'Evin, une prisonnière politique, lauréate cette année du prix Nobel de la paix. Elle a réussi hier à faire parvenir des mots, une réaction quant au prix Nobel qu'elle avait reçu. Je la cite là encore, la victoire n'est pas facile, mais elle est certaine. Ce sont les mots de Narges Mohammadi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, même cette idée d'espoir? La victoire n'est pas facile, mais elle est certaine. Oui, si vous voulez, on avance par des coups, si vous voulez. C'est un peu ça. On n'a jamais pensé qu'on finit un mouvement. La démocratie, justement, c'est dans la durée. C'est un rapport permanent avec vos revendications, avec les contestations. Là, effectivement, par exemple, c'est ce qui s'est passé après ce mouvement Femmes, Vie et Liberté. C'est qu'on reviendra plus en arrière. On voit évidemment la liberté d'habillement, elle n'est pas respectée, enfin, elle n'est pas dite Mmh. de façon claire et évidente dans la loi. Mais finalement, il est très, très difficile de faire porter à pas mal d'Iraniennes aujourd'hui le voile. On peut se balader dans les grandes villes et, avec la tenue qu'on se trouve ici en Occident. Enfin, au quotidien, j'entends bien. Mais en attendant, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à le porter, mais même pour elles, on voit aussi un changement dans les formes d'habillement, dans les comportements, dans les façons dont les femmes se tiennent en public, quoi. Bon, voilà, c'est en ceci qu'on peut dire oui, il y a des choses qui changent. Vous savez, on Les n'a choses jamais changent. vécu les mêmes choses en Iran. Il y a eu des moments meilleurs et on peut toujours espérer, comme le dit très bien Narges Mohammadi, on peut toujours espérer que les choses aillent dans le bon sens. Les choses vont dans le bon sens, vous avez raison de le souligner, Fariba Adelka. Et dans le même temps, le mouvement révolutionnaire se poursuit. Je pense notamment à cette jeune fille, Armita Gueravand, qui est décédée il y a quelques jours à la suite d'un coma. Elle serait tombée dans le Oui. métro. Elle aurait fait un malaise selon les autorités. Les organisations non gouvernementales expliquent qu'en réalité, elle a été maltraitée par la police des mœurs, qui lui reprochait d'ailleurs, comme Massa Amini, de ne pas porter correctement son voile. Elle-même, elle ne portait pas du tout de voile apparemment. Il reste quand même encore beaucoup, beaucoup à faire. Il faut beaucoup Évidemment. d'optimisme pour poursuivre le combat. Oui, enfin, c'est pas l'histoire d'optimisme, c'est le courage que nous avons d'espérer encore beaucoup de changements. Et puis, c'est ce courage qu'ils ont les femmes de continuer leur mouvement et leur combat. Vous savez, il y a aujourd'hui dans les rues de Téhéran les femmes qui ne portent pas le voile. Mhm. Elles se disent bonjour, que tu es belle. Enfin, il y a plein de mots qui s'échangent juste peut-être pour la solidarité, pour exprimer une solidarité ensemble. Ça continue, c'est vrai que c'est des petits pas pour vous, mais c'est des grands pas pour les Iraniens qui n'avaient pas espéré ce jour et que peut-être il y a énormément de victimes qui n'avaient pas espéré ce jour d'être capables de sortir sur les rues et s'habiller comme ils veulent. Encore une fois, le problème n'est pas le voile pour beaucoup de femmes, c'est la liberté de s'habiller, de se comporter comme on veut. C'est pas, le problème est seulement l'obligation de porter le voile. Donc il y a beaucoup de femmes qui le portent, qui le portaient avant, qui vont continuer à le porter. La question, c'est pas vraiment s'opposer à cette mode vestimentaire, mais s'opposer à ce que ce principe devienne un principe légal, républicain. Enfin. Comment est-ce que vous qualifiez, Fariba Adelka, le mouvement qui se diffuse en Iran depuis octobre 2022, depuis la mort, depuis le meurtre même de Massa Amini par la police des mœurs iraniennes? Est-ce que pour vous c'est une contestation, un mouvement révolutionnaire, une révolution? Quel regard, j'allais dire, scientifique vous portez sur ce mouvement politique? Oui, pour moi, c'est vraiment des actions très tactiques et il n'y a pas une grande stratégie derrière quand on l'attend et il n'arrive jamais véritablement. Il n'y a pas de leader comme on l'a pu souvent mentionner. C'est un peu pour moi, c'est un peu la suite du mouvement 1 million de signataires qui se battaient contre les ségrégations et qui est magnifique. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'après la Révolution,
Il n'y a que les femmes qui brillent dans les mouvements de contestation. Donc, les mouvements classiques, on les connaît, bien sûr. Mais comme comportement nouveau, comme forme de contestation, effectivement, on voit beaucoup les femmes s'affirmer. Et comme ils ne veulent pas aller sous les tutelles ou sous les drapeaux d'autres mouvements, c'est aussi la faiblesse de ce mouvement. Mais en même temps, c'est vraiment très, très louable et très magnifique d'être en Iran et de voir qu'au finalement, il y a des moments qu'on n'attend pas et un mouvement de contestation se met en place, s'agite quelques jours et puis voilà, et il part. Il faut savoir qu'en Iran, on vit une crise économique très, très Mhm. importante. Donc, les gens sont plutôt aussi quelquefois très sceptiques de puis peut-être poreux et se transforment en conservateurs parce que tout simplement, il faut gagner l'argent, il faut payer des loyers, il faut Vous voulez dire qu'il travailler. relègue au second plan ces dynamiques politiques? Oui, ah bah, si ce n'est pour les jeunes qui effectivement n'ont rien d'autre à perdre, ça me rappelle un peu le temps de la Révolution. Les jeunes sont plus au devant, ou les femmes étaient plus au devant, elles avaient rien à perdre, et c'est aussi le cas pour beaucoup de femmes. Mais oui, il faut travailler, c'est priorité des gens. Vous savez, il y avait un coup d'inflation qui, Mm. je ne sais pas, bon, on parle de 50, bon, peu importe, mais ce que vous achetez aujourd'hui, moi j'étais très surprise le jour de mon arrivée, quand j'ai pris un café au comptoir. Je quittais Paris avec un café au comptoir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de pauvreté, etc., vraiment loin de moi l'idée, mais j'ai pris un café au comptoir, c'était 1,20 €. J'avais quitté la France avec ce même euro 20 pour mon café. Puis on n'a pas regardé ma tête pour me donner un prix. Alors qu'en Iran, ça change tous les jours et on regarde votre tête et ça, c'est à la tête de client pour un prix. Donc on ne contrôle pas la situation économique, que ce soit pour les locations, pour les achats au quotidien, pour tout, pour le travail que vous avez. Donc du coup, c'est une situation non maîtrisable et donc c'est beaucoup de frustration. Évidemment, la différence de vie entre les riches et les pauvres ne fait que s'élargir dans ce genre de situation. Mais évidemment, les bénéficiaires ne sont pas seulement les gens à le pouvoir, c'est aussi une partie de la société qui en bénéficie. Je voudrais qu'on revienne, Fariba Adelka, à votre incarcération. En lisant votre histoire, en me renseignant sur ce que vous avez vécu en Iran, j'ai pensé à cette citation des Racines du ciel de Romain Gary, ce moment où il est emprisonné. Et il dit: «Je dois vous dire aussi que j'ai contracté en captivité une dette envers les éléphants dont j'essaye seulement de m'acquitter». C'est un camarade qui avait eu cette idée après quelques jours de cachot, alors qu'il sentait que les murs allaient l'étouffer. Il s'était mis à penser aux troupeaux d'éléphants en liberté, et chaque matin, les Allemands le trouvaient en pleine forme, en train de rigoler. Il était devenu ingérable, increvable. Quand il est sorti de cellule, il nous a passé le filon, et chaque fois qu'on n'en pouvait plus dans notre cage, on se mettait à penser à ces géants fonçant irrésistiblement à travers les grands espaces ouverts de l'Afrique. Cela demandait un formidable effort d'imagination, mais c'était un effort qui nous maintenait vivants. Fin de citation. Quels étaient à vous, Fariba Adelka, vos éléphants lorsque vous étiez incarcéré? Et je chantais. Vous chantiez? Oui, donc je ne sais pas, ça remplace pas tout à fait, mais je chantais, voilà. Eh ben, on va écouter un extrait justement de ce que vous chantiez, puis vous nous parlerez ensuite de cette chanson. توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن، دو تا خسته دو تا تنها، یکیشون تو یکیشون من. دیوار از سنگ سیاهه، سنگ سرد و سخت خارا، زده قفل بی صدایی به لبای خسته ما. نمیتونیم که به جنبی زیر سنگینی دیوار، همه عشق من و تو قصه هست قصه دیدار. C'est Gougouche que l'on entend, Fariba Adelka. Qu'est-ce que raconte cette chanson et ces paroles persanes? En fait, c'est l'histoire de deux fenêtres encastrées dans le mur. Et donc, vous savez, les fenêtres sont côte à côte, sont très proches. Mais à cause de cet encastrement,
elles ne peuvent pas se toucher, elles ne peuvent pas se tenir la main. Donc voilà, c'est l'envie que ce mur puisse un jour briser. En fait, c'est une chanson qu'on me demandait, la plus jeune des détenus à Evin, Sabo Kordafshan. Elle avait 19 ans quand je l'ai rencontrée, mais je ne l'ai finalement pas rencontrée parce qu'on était dans des cellules différentes, séparées. Un mur vous séparait? On était dans 2 cellules Dans deux différentes. cellules Oui, oui, oui. Alors, elle demandait souvent sa mère. Et un jour, j'ai essayé de parler avec les trous qu'on avait sur la porte en disant, mais ouais, ça va aller, ça va... Enfin, essayant de la consoler. Et elle m'a demandé de lui chanter cette chanson, qui est devenue notre chanson de Evin. Donc, je la chantais souvent. D'abord, bien sûr, j'ai commencé pour elle. Ensuite, je l'ai beaucoup chantée dans la prison avec les autres femmes. Et je me suis fait une vocation. J'ai été appelée souvent quand il y avait une commémoration de mort, les décès des parents, des proches ou des anniversaires de mort. Et on me demandait de chanter. Il paraît que je mettais de l'ambiance. Vous êtes devenue la chanteuse de la prison? Le chanteur de louange de la prison, tout à fait. Est-ce que vous avez encore des liens? Est-ce que c'est encore possible pour vous d'avoir des liens avec vos co-détenus d'Evin? Si vous voulez, il y a un site qui s'est formé tout de suite parce que les gens, on était nombreux d'être graciés. Donc en février dernier, plus de 40 personnes. Pourquoi vous avez été gracié comme ça en nombre? Et, exceptionnel, on ne sait pas. C'est parmi les choses qu'on ne saura jamais. Et ça arrive, c'était arrivé, mais 5 personnes, 10 personnes, pas plus que ça. C'était une quarantaine de personnes. Et elles ont créé un site. Mais à vous dire sincèrement, c'est aussi un peu s'en sortir de cette situation, partir et ne plus entendre les mêmes choses, les mêmes sons de cloche. Ce sont des amis qu'on vous impose, vous ne les choisissez pas. J'avais envie de prendre mes distances alors qu'il y a eu d'excellentes relations, surtout avec les trios, je les appelle les trios, qui m'ont soutenu pendant tout au long de mon arrestation provisoire. C'était les deux personnes qui travaillaient dans l'ONG d'environnement, Nilüfer Bayani et Sepide Koshani, plus elles étaient les 3 dans la même cellule. L'Australienne, je crois que c'était Kylie Gilbert-Moore. Et donc, elles étaient toutes les 3 ensemble. Elles me soutenaient par la porte parce qu'on essayait d'échanger en anglais ou en français, ce qui passait plus facilement, évidemment. Et elles m'ont fait parvenir plein de choses, plein de bonnes choses. Je ne vais pas en parler parce que j'ai envie que ces modes d'échange puissent continuer. Donc, si on les dévoile, peut-être qu'ils seront condamnés pour de bon. Donc, j'ai pas envie, mais ils m'ont fait jusqu'à me faire parvenir, par exemple, des livres, puisque moi, je n'avais pas l'accès aux livres. Et voilà, c'est possible, ça se passe, ça arrive. Vous êtes rentrée en France, Fariba Adelkhah, le 17 octobre dernier. Est-ce que la liberté, cette liberté nouvelle, a le goût que vous espériez durant vos années de détention? Oui, disons, j'ai retrouvé mon travail. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai eue. C'est après Mathias Vichra m'a donné aussi la carte Le directeur d'entrée. de Sciences Po. Le directeur de Sciences Po m'a donné la carte d'entrée que je trouve le plus beau cadeau qu'il m'a fait à mon retour. Donc je suis très contente. C'était pour ça que je voulais ma liberté. J'ai retrouvé mes amis, mes liens. Et donc, très beau pour moi, très intéressant. Mais en même temps, vous avez ce goût, cette pensée pour les gens que vous avez laissés derrière vous. Et puis cette expérience qui finalement sera indélébile dans la mesure où il y a... Bon, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de tourner une page, mais c'est une expérience incomprise encore aujourd'hui. Et il y a eu des moments effectivement de grande tension que j'aimerais comprendre parce que j'ai toujours communiqué avec l'Iran. Il y a eu énormément d'échanges entre les universitaires français et les universitaires iraniens. J'aimerais tout simplement savoir pourquoi tous mes collègues n'ont pas me défendre, pourquoi tous mes collègues restés en Iran n'ont pas défendu la liberté académique, la liberté scientifique. Finalement, j'étais arrêtée pour avoir exercé ce métier. Et mon université a été mise en cause parce que considérée comme ayant de lien avec le ministère de renseignement. Et pourquoi les gens qui ont été en contact avec moi et avec cette université ne l'ont pas soutenu? Si vous voulez, pour moi, c'est
il y a un autre combat qui commence pour sensibiliser les gens sur la vérité de ce qui est notre métier. Nous, on a besoin qu'est-ce que ça serait un Moyen-Orient désormais quand tout le monde est report, enfin les chercheurs reportent d'aller entrer en Iran ou dans les autres pays, de peur d'être un jour incarcéré. Je crois que c'est pas un Iran, enfin c'est pas un Moyen-Orient j'aspire. Et donc j'ai vraiment envie que cette situation puisse un jour se clarifier, que les chercheurs puissent avoir un grand droit. Mais bien sûr, c'est un mouvement long. C'est pas un jour que ça se décide ou ça se définit. C'est pas avec ma propre volonté seule. J'espère vraiment qu'il y a un mouvement de parler de la liberté académique parce que ça touche à la liberté tout court. Nous restons donc avec beaucoup de questions et nous restons avec vous, Fariba Adelka. Merci beaucoup d'être venu à France Culture, d'être venu raconter, témoigner, expliquer. Nous sommes surtout très très heureux de vous savoir de retour en France.